1077 Estrie. Information, sport, opinion. Le 1077 Estrie est fier de vous présenter Si différent, si pareil en affaires. 1077 Estrie. Bienvenue à votre émission Si différent, si pareil en affaires, une émission qui vous permet de découvrir des entrepreneurs de la société d'accueil et aussi des entrepreneurs issus de l'immigration. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Madame Sarah Côté, PDG de la Grande Ménagerie et de l'Animatou. Mais avant tout, allons voir Madame Frédérique Garin, adjointe virtuelle à son compte. Frédérique, vous êtes arrivée au Québec il y a 15 ans de cela. Racontez-nous un peu l'objectif. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici? En 2004, j'habitais en Espagne et sur une île dans les Baléares, très touristique. On travaillait tous les deux dans le domaine de la santé, mon conjoint et moi. Et on ne voyait pas tellement de perspectives pour les enfants. Donc c'est surtout pour trouver un avenir intéressant aux enfants qu'on a décidé d'immigrer. Et puis on a fait un voyage au Québec et on s'est dit que ce serait intéressant de venir s'installer ici. Donc on est arrivé l'année suivante comme résident permanent. Comment l'intégration s'est déroulée au niveau de votre domaine d'activité? Est-ce que c'est ça que vous avez repris ici en venant au Québec? Bien que j'étais adjointe administrative et coordinatrice administrative, j'ai accepté ce travail-là parce que c'était dans une entreprise familiale et puis je voulais tisser des liens, c'est ça, avoir une première expérience et puis tisser des liens aussi, connaître les gens. Et c'était beaucoup plus facile dans cette petite entreprise de connaître les gens et puis d'apprendre des choses sur le pays d'accueil que si j'allais dans une plus grande entreprise où ce serait plus impersonnel. Mais au niveau de la langue, est-ce qu'il y a eu un choc? Il y a eu un choc linguistique, culturel important. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que les gens venaient me parler avec un français standard. Donc pour moi, il n'y avait aucune différence entre le français que je parlais et le français que les gens parlaient ici. Jusqu'au jour où mon conjoint me disait toujours « Écoute, j'ai du mal à les comprendre. Mes collègues à l'usine, je ne comprends rien de ce qu'ils me disent. » Enfin, ils se fâchent parce que je ne leur donne pas les bons instruments, etc. Enfin, ça ne fonctionne pas. Et on est allé à une vente de garage, justement, dans les cantons de l'Est. Et là, mon conjoint parle avec les gens et moi, je reste avec la bouche bée. Et je ne comprends pas un seul mot de ce qu'ils sont en train de se dire. Et là, je me suis rendu compte que oui, c'était difficile, le québécois. Donc ça, c'était quand même plusieurs mois après. Donc là, quand je suis rentrée le lundi matin au travail, là, je suis allée voir mes collègues et j'ai dit, pas question de continuer à me parler comme ça. Vous parlez comme si vous étiez entre vous. Si je ne comprends pas, je vais vous le dire. Et puis, il faut que j'apprenne. Parce qu'il faisait l'effort de... Oui, okay. Il faisait l'effort de me parler. À vous. C'est ça. Donc, j'ai dit non, on va inverser les rôles. Moi, je vais essayer de comprendre ce que vous me dites et puis il faut que j'apprenne les mots qui sont différents. Donc, à partir de là, j'ai beaucoup appris, mais je dirais qu'en fait, ça prend à peu près 3 mois pour s'habituer à une langue. Vous êtes partie de la France, vous êtes allée en Espagne. De l'Espagne, vous êtes venu ici. Est-ce que votre expérience d'être partie de la France pour vous rendre en Espagne a été aidant pour prévoir votre arrivée au Québec? Nous, on s'était donné 15 jours. On s'était dit, en 15 jours, il faut que tout soit réglé. Donc, on avait une carte de résident permanent. Il fallait faire les démarches administratives, donc pour un numéro d'assurance sociale, pour l'assurance maladie. Donc, on avait tout un programme, toute une liste de choses à faire. Et on a commencé à chercher un logement à Montréal. Ça a été un petit peu... On s'est promené beaucoup, je dirais, dans Montréal pour trouver quelque chose qui convienne, parce qu'on voulait que ce soit un endroit agréable où notre fils allait être bien, allait pouvoir s'intégrer et que ce soit dans un bel environnement.
Mais d'avoir déjà vécu la situation de dire je pars de France, je m'en vais, il y a probablement des choses que vous aviez pu prévoir pour votre établissement au Québec. On apprend à déménager. Donc, quand j'étais partie de la France pour aller en Espagne, j'avais dit ce qui entre dans ma voiture, je l'emporte, le reste, ça restera en France. Et là, on avait le droit à chacun 2 ou 3 valises, je ne me souviens plus. Donc, on a dit ce qui rentre dans les 2 ou 3 valises, on l'emporte. Et puis le reste, eh bien, on l'a vendu, on l'a donné. On est juste arrivé avec quelques valises ici et le strict minimum pour s'installer. Et ça devient un vrai dépaysement. Oui, oui, vraiment, parce que, évidemment, quand on a trouvé l'appartement, il a fallu meubler. Donc, on avait, heureusement, l'appartement avait déjà les électros, mais il a fallu meubler une table, des chaises, un lit, ne serait-ce que ça. C'était déjà, quand on n'a pas de voiture, parce qu'on vient d'arriver, évidemment, on n'a pas de voiture. Donc, il fallait meubler ça. On a couru les ventes de garage pas mal, je dirais. Vous êtes travailleur autonome comme adjointe virtuelle. Qu'est-ce que fait une adjointe virtuelle dans la vie? C'est quelqu'un qui aide un gestionnaire ou un chef d'entreprise. Donc, chacun a des besoins différents. Le service que je propose, moi, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans leur organisation, dans l'établissement de procédures pour que les tâches soient toujours réalisées de la même manière, quelle que soit la personne qui les réalise dans leur entreprise, et des services de rédaction et de révision de documents. Donc, que ce soit en français, en anglais ou en espagnol, je travaille dans les 3 langues. Frédéric, vous nous avez avoué hors caméra que vous étiez un peu timide au départ. Comment est-ce que vous avez fait pour travailler ce côté-là? Parce que quand on est entrepreneur, quand on a son entreprise, c'est sûr qu'il faut aller vers les gens, il faut interagir avec eux. Qu'est-ce qui vous a aidé à traverser? Comment vous y êtes pris? L'outil que j'ai trouvé, c'était de m'inscrire dans un club de Toastmasters où j'ai appris à gérer mon stress, à m'exprimer, à parler en public et tout simplement par la pratique. Il n'y a rien de compliqué là. Mais le fait de ne plus avoir peur de parler en public, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Et quand je suis devenue entrepreneur, eh bien, ce stress-là, évidemment, ne pas avoir peur de prendre la parole, ça aide vraiment à réseauter et à connaître les gens dans une ville aussi où je ne connaissais personne quand je suis arrivée. Y a-t-il un autre stress que vous vivez en tant qu'entrepreneur, stress ou enjeu que vous n'aviez pas quand vous étiez salarié dans une entreprise? Je dirais bien sûr le stress financier, on ne sait pas, surtout quand on débute et qu'on n'a pas une clientèle encore, il faut trouver les clients. C'est pas évident. Quand on est salarié, les clients sont là et d'autres font ce travail-là pour nous, surtout quand on est adjointe. Là, il a fallu que je trouve mes clients, donc c'est évidemment un stress parce qu'au début, on travaille quelques heures, les gens ne comprennent pas non plus aussi toujours pourquoi est-ce qu'ils devraient payer un tarif plus élevé que le salaire minimum, une adjointe. Donc, c'est aussi un combat qu'il faut mener pour justifier les tarifs et puis dire que, en tant que travailleur autonome, on a des frais supplémentaires à l'employé. Donc, ça ne se compare pas, évidemment. Le réseau, c'est vraiment primordial, surtout quand on veut s'insérer dans une société. Et c'est la façon de connaître un peu comment ça se passe, de pouvoir intégrer certains milieux, mais aussi de donner et de recevoir. Parce que pour pouvoir recevoir aussi, il faut donner. Et donc, c'est important le réseau, surtout pour les étudiants et ceux qui viennent de l'extérieur. Parce qu'à travers les réseaux, on se fait des affinités avec certaines personnes. Et puis ces personnes sont généralement généreuses. Et elles pourront quand même vous donner des façons de voir les choses, les codes culturels et de mieux vous comprendre parce qu'on a une proximité beaucoup plus facile. Et donc, la personne qui prend le temps d'être patient avec toi, de comprendre tes cultures et tout, va pouvoir
faire le parallélisme avec ce qu'est la culture d'accueil, par exemple, et pouvoir vous donner, vous guider. Et de vous donner aussi, moi, par exemple, même pour chercher de l'emploi, j'étais obligé d'aller aussi voir les gens, leur demander des conseils et tout. Et c'est ça que ça sert. Si on n'a pas ce réseau, on ne peut pas venir voir quelqu'un comme ça et puis lui demander des conseils. Bon, il y a toujours cette possibilité, mais ce n'est pas comme quelqu'un que vous connaissez depuis des années, dans certaines conditions et tout. Et c'est très, très primordial. Surtout, et que, comme je l'ai dit, hein, quand quelqu'un vient dans un nouveau pays, ben, c'est sûr, la personne vit énormément de changements. Est-ce que ça soit au niveau de l'adaptation fonctionnelle, donc trouver de logement, s'habituer à la nourriture, etc. Que ça soit aussi au niveau de l'adaptation culturelle, okay? Parce qu'il y a les codes culturels, des façons de voir, il y a plein d'anecdotes là-dessus. Et l'adaptation aussi pour les étudiants, il y a de l'adaptation aussi pédagogique. Des fois, l'approche qu'on utilise pour aborder les problèmes sont un peu différentes. Donc, je parlais de l'approche laser versus radar. Ben, l'approche laser, c'est que, comme vous le voyez en général, bon, quand on travaille par exemple avec des Français, des Québécois avec des Français, ou certains qui viennent de systèmes francophones comme français, comme bon, les pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et autres, souvent quand on mélange, quand on compose des équipes avec ces personnes, il y a des différences d'approche. Par exemple, le Québécois, le Nord-Américain, a tendance à aller droit au but. Okay? Donc, c'est vraiment le temps de l'action. On agit vite, on dit, ben, c'est une approche très pragmatique, on essaie de trouver une solution, approche solution. Alors que dans d'autres cultures comme les Français et autres, c'est d'abord, on prend le temps de la réflexion. Et ça va prendre un peu de temps, okay? Avant de passer à l'action. Donc, les Québécois vont voir les Français, certaines personnes d'origine, par exemple africaine, comme des gens, des beaux parleurs qui parlent beaucoup et puis qui agissent pas vite, etc. Et le contraire aussi. Donc, les Québécois, les Français vont les voir comme des gens qui ne sont pas ouverts, qui regardent juste un angle, etc. Donc, c'est des différences et là, ça crée des fois des chocs. Okay? C'est un peu... mais quand on comprend de part et d'autre, quand on prend le temps d'échanger, de comprendre, on peut trouver un juste milieu qui fait qu'on va apprendre de chacun. Et ça donne de la créativité et on peut innover. Maintenant, allons à la rencontre de Sarah Côté, PDG de la Grande Ménagerie et de l'animaterie. On sait que la Grande Ménagerie, c'est une histoire familiale, une belle aventure familiale. Pouvez-vous nous parler de ses débuts? Oh, les débuts, on recule de 42 ans. Alors, passion de ma mère et mon père qui décident de se lancer et de fonder, en fait, un club d'aquariophilie. Ça a commencé avec les poissons, puis ça s'est développé ensuite en animalerie parce que ma mère avait une passion au niveau des oiseaux. Ça n'a pas toujours été ici, à cet endroit, sur la rue King-Ouest. Effectivement. Alors, le club a eu différents endroits. Ensuite, la première animalerie a été dans un minuscule local sur la rue Galt. Mais pas longtemps après, mon père a fait l'acquisition du bâtiment sur Short Belvedere. Et là, on a vraiment installé officiellement l'animalerie, pris tout l'espace pour consacrer aussi de la pension, de l'élevage à l'époque. Et puis, pendant plusieurs années, jusqu'en 1998, où là, on a fait le saut pour agrandir puis venir ici, mais qui était plus petit, bien sûr, parce que l'agrandissement ici date de 12 ans. Et votre implication à l'intérieur de l'entreprise? J'ai grandi dans l'entreprise. Quand l'animalerie s'est installée coin Short Belvedere, j'étais encore une petite fille, alors je vivais à même l'animalerie. J'ai fait également l'école à la maison, donc j'étais plus souvent dans le magasin qu'en train d'étudier. J'ai dû me rattraper par la suite. À partir de 10 ans, là, je faisais vraiment un travail, j'apprenais avec ma mère parce que j'aimais apprendre, j'aimais ça la suivre. Alors, j'ai appris tous les domaines, j'ai vraiment évolué. Ça fait maintenant 32 ans que je travaille en animalerie. Qu'est-ce que ça fait de reprendre une entreprise familiale au niveau des responsabilités, au niveau de l'enjeu? C'est sûr qu'une entreprise familiale, tu as aussi ton attachement parce que tu connais, tu sais, tu as vécu l'évolution de l'entreprise, tu as vécu les sacrifices que ta famille a fait pour évoluer, pour améliorer, puis pour faire croître l'entreprise. Alors,
pour moi, c'est vraiment une très grande responsabilité. C'est sûr que c'est une bonne charge mentale et personnelle. Certains, peut-être, le prennent pas de la même façon, mais pour moi, je dirais que je me donne à encore plus parce que c'est l'entreprise familiale. Et je considère que mes parents ont vraiment consacré leur vie pour résulter où on en est aujourd'hui, puis qu'on a vraiment évolué, puis je voudrais pas perdre tout ce qu'on a créé ensemble pendant ces années-là. L'animalerie, en fait, nous avons pu comprendre qu'il y a eu une décision stratégique qui a expliqué l'acquisition. Est-ce que vous pouvez nous raconter c'est quoi le contexte qui a mené à ça? L'entreprise a grossi avec les années. On avait besoin d'avoir plus grand, des meilleures installations. On est parti de 1200 pieds carrés, qu'on appelle la petite ménagerie maintenant, à 7000 pieds carrés. Puis, quand on a décidé aussi d'agrandir à 20 000 pieds carrés, c'était pour pouvoir créer encore plus d'installations, avoir des salles de quarantaine, des salles d'isolation, etc., puis vraiment mieux structurer pour les soins puis notre gestion des animaux. Sauf que tout ça, c'est des coûts. Tout ça, c'est aussi difficile quand tu veux vraiment, quand tu te donnes pour que tes animaux soient extrêmement bien, puis il y a toutes ces installations-là, c'est tellement coûteux que c'est difficile d'être rentable. Alors, avec toute l'évolution, il y a eu aussi la passation que mon père est décédé exactement la même année qu'on a terminé l'agrandissement. Moi, j'ai dû apprendre sur le tas. J'ai dû vraiment acquérir rapidement des connaissances en gestion. J'arriverai pas à survivre financièrement, à bien prendre soin selon mes valeurs de mes animaux puis d'avoir la qualité d'animalerie que je veux si je trouve pas une stratégie. Et la stratégie était, moi aussi, de grossir, un peu comme plein d'autres entreprises grossissent ou acquièrent d'autres pour devenir plus solides. Ça a été ma stratégie aussi. Et là, je me suis tournée, j'ai réfléchi, j'ai eu le flash, puis je suis contente de l'avoir eu, qu'il y avait une belle entreprise à Sherbrooke qui était stable, qui n'était pas nécessairement dans les optimums à ce moment-là, mais en sachant que le propriétaire était vieillissant puis qu'il cherchait peut-être une relève, bien, ça a été de l'approcher. Puis finalement, il était aussi heureux que moi de faire le move. Puis on a vraiment décidé de faire l'acquisition de l'Animatou pour réussir à être plus fort, puis à travailler la synergie, puis devenir aussi, pour tous les fournisseurs du Québec, un poids plus élevé de négociation ou de pouvoir d'achat, qui n'est pas encore comme si j'avais 60 magasins, mais j'ai quand même amélioré ma situation, ce qui nous a donné un bon coup d'oxygène, puis que ça nous a permis de continuer la synergie de tous les commerces ensemble. Vous avez dit que vous avez eu à apprendre rapidement sur le tas. Est-ce que le mentorat a fait partie de l'évolution? Oui. J'ai eu de l'aide un peu, tu sais, quand tu as la corde au cou, puis tu as la tête sous l'eau, là, puis tu cherches ton air. J'ai eu de l'aide avec Femmes et Sœurs, j'ai eu de l'aide avec le groupement des chefs d'entreprise. Plus tard, dans mon évolution, à un autre moment donné, j'ai eu affaire avec quelqu'un qui était vraiment mentor, qui avait un bureau conseil, si on peut dire, et que j'ai vu pendant plus d'une année là, pour m'accompagner. M'accompagner moi, mais aussi accompagner ma direction, donc mon frère qui est directeur des achats et mon beau-père, parce que j'ai engagé mon beau-père. C'est une entreprise familiale du bout des doigts. Et lui qui était directeur d'opérations puis des ressources humaines. Fait qu'on a vraiment travaillé avec le mentor pour toute la direction. Est-ce qu'il y en a un en particulier, un moment fort qui vous a vraiment marqué et que vous avez envie de partager? Je dirais que le moment fort, c'est vraiment, je pense, quand on a réussi à bien replacer l'Animatou, on a retapé toutes les boutiques, on leur a refait. Ça, c'est un moment fort dans le sens que c'était un accomplissement personnel à la nouvelle direction, dans le fond. C'était vraiment, pour nous, l'Animatou, pour Olivier puis moi, c'est notre accomplissement à nous, à notre équipe. Tandis que la grande ménagerie, bien, c'est toute la famille qui a collaboré. Fait que je dirais que comme moment fort, c'est quand même, tu sais, ça prouve que tu es à la bonne place. Oui, tu as repris une entreprise par devoir. Tu voulais pas laisser tomber ta famille puis tu veux la tenir, mais ça reste que c'était un devoir. De faire la stratégie puis de faire le move, là, ça devenait des tripes d'entrepreneurs. C'est un autre élément, c'est différent. Quelle est l'importance des conjoints dans votre aventure? J'ai la chance d'avoir un conjoint qui travaille aussi à la maison. Ça aide beaucoup. Donc,
C'est vrai que quand j'ai besoin de m'absenter, c'est lui qui reste à la maison. Il participe beaucoup à l'entretien, etc. Donc, ça aide beaucoup. Et puis financièrement, mais c'est sûr que le fait que lui ait un revenu stable aussi, ça aide. Parce que ça m'a permis de prendre le temps de m'installer comme entrepreneur, de prendre le temps aussi de découvrir le monde des affaires à Sherbrooke. C'est vrai qu'on arrive, on veut monter une entreprise, mais on n'a pas un client demain matin. Donc il faut prendre le temps de connaître les gens, parce que même si je suis adjointe virtuelle, je suis réelle. Bon point, bon point. Et le contact avec les gens est important. Donc, je ne peux pas dire je travaille virtuellement de la maison. Non, il faut que j'aille rencontrer les gens. Oui, de sortir et de réseauter également pour vous faire connaître. Et Sarah, dans votre cas? Extrêmement important. Mon conjoint, en fait, travaille avec moi dans l'entreprise avec un titre chargé de projet de toutes les folies de sa femme. Alors, il a beaucoup d'ouvrages, mais au niveau aussi de l'importance de mon conjoint dans l'entreprise, parce qu'on a vécu, nous, là, qui travaillait ailleurs, et moi, avec la charge entrepreneuriale, c'était difficile de combiner, surtout avec la venue des enfants, ça a été extrêmement difficile. Donc, il y a eu un jour où on a dit faut qu'on combine et qu'on trouve des solutions. Et puis, pour nous, c'est vraiment gagnant-gagnant parce qu'on a nos projets, on travaille ensemble, on améliore l'entreprise ensemble, mais il est tellement essentiel aussi pour me backer au niveau de la famille puis des enfants. C'est un soutien quotidien. Comment, par rapport à la passion, tantôt, quand on échangeait, Sarah, vous parliez de j'ai repris l'entreprise, c'était une obligation, quelque chose, mais il y a quand même la passion qui vient comme maintenir cette flamme intérieure-là. Parlez-nous-en un peu. Bien, ça, je crois que ça se développe, en fait. Moi, j'avais toujours, je l'ai peut-être pas finalement, j'ai pas. Et c'est ton estime personnelle, c'est ta réalisation, c'est toutes ces choses-là qui font que tu as des moments de doute, puis que tu te dis, finalement, je crois que je rêve à quelque chose que je l'ai pas nécessairement. Mais avec le temps, puis des fois avec l'aide de mentors ou de gens autour de nous, et aussi d'avoir... le jour que mon frère m'a dit « Tu fais bien ton travail de directrice générale », ça a été une des plus belles tapes dans le dos que j'ai eues, puis j'ai fait « Oh! Alors, si mon frère, qui est aussi mon partner, me le reconnaît, quand j'ai l'impression que souvent on a des conflits, parce que c'est une famille, on s'entend, là, pour moi, c'était comme, ben finalement, je crois que tu peux croire en toi, puis tu peux continuer parce que les gens le reconnaissent. Mais, tu sais, les moments de difficulté, c'est là où ta flamme se réveille et que là, c'est ton côté combatif qui va reprendre. Tu vas dire, moi, je vais leur prouver que je suis capable, puis je vais le faire. Les moments que tu viens de faire ça, tu es épuisé, puis là, tu doutes de toi. Fait que ça fait partie des montagnes russes comme entrepreneur. Mais finalement, ta flamme est là, il faut juste l'attiser, puis ça dépend de ce qui se passe dans ta vie que ça va varier. Et Frédéric, qu'est-ce que vous dites de ça? Disons que je n'ai pas eu la charge de reprendre une entreprise familiale. J'ai créé mon entreprise sur une expérience que j'ai acquise à travers mon parcours géographique et professionnel. Donc, j'ai voulu créer l'entreprise. J'ai saisi une opportunité qui était de partir de Montréal pour les besoins professionnels de mon conjoint. Et ça s'est fait assez naturellement, je dirais. Ce contre quoi je dois plus lutter, c'est peut-être l'habitude justement d'être employée. C'est vrai qu'on se repose un petit peu quand on est employé. On n'a pas... c'est ça, on a le confort, on n'a pas besoin d'aller réseauter, d'aller développer de la clientèle, de se construire un site web, etc. Donc, c'est de lutter justement contre ça qu'il faut se battre. C'est d'envisager le multitâche XXL parce que... Toujours réfléchir à plus. C'est ça, toujours se développer, toujours penser à
ce qu'on fera dans 2 mois, dans 3 mois, Rester dans 5 ans. créatif de façon constante. Et exactement, toujours être toujours se projeter finalement, toujours prévoir comment les gens, qu'est-ce qui va se passer autour de nous et comment nous, on va faire partie de ce qui se passe. C'est ça Et idéalement, qui est pas important. réagir, mais agir. Donc, pour agir, il faut que l'entrepreneur soit toujours à l'affût. Et ça, c'est quand même une bonne demande, une bonne charge mentale, parce que tu dois toujours être en créatif, Oui, absolument. en réflexion. Le petit papier sur le bord du lit, il est nécessaire. Les choses à faire, à penser, à pas oublier, c'est constant. Fait que tu es toujours un peu... Tu sais, tu peux... C'est pas comme le confort employé, c'est que tu peux te permettre à 5 heures, c'est fini, tu tournes la page, mais c'est pas comme ça. Et tout ça, il faut le faire dans un environnement où on manque de plus en plus de temps. Oui, parce qu'on nous en demande de plus en plus à faire, dans le sens que pour le marché d'aujourd'hui, on faudrait être partout instantanément. Tu sais, c'est plus exigeant. C'est le mode de vie actuel, les communications qui sont tellement rapides, tout se passe vite, il faut être toujours informé. Donc, c'est le travail de l'entrepreneur d'entretenir cette connaissance-là du marché, de l'actualité, des technologies, en plus de développer son créneau commercial, etc. C'est aussi apprendre, comme on a de moins en moins de temps, c'est aussi d'apprendre à déléguer certaines tâches. C'est aussi de des fois se contenter de ne faire qu'une partie des choses qu'on a prévu de faire. C'est vraiment un grand défi pour l'entrepreneur aujourd'hui, je pense. Surtout quand c'est des listes trop longues aussi. Absolument. Est-ce que l'adjointe virtuelle a besoin parfois de déléguer? Pour l'instant, je dirais que j'arrive à contrôler à peu près le flux de travail que j'ai, mais c'est certain que j'ai prévu que si ma clientèle se développe encore, je vais devoir déléguer certaines tâches, c'est certain. Donc, la travailleuse autonome deviendrait elle-même une entrepreneur. Absolument. Je deviendrais d'employé, je serais passée à travailleur autonome et puis à employeur. C'est un beau parcours, je trouve. Oui. Comme nous avons pu le constater, les responsabilités sont au cœur de la vie d'un entrepreneur. Et c'est un défi au quotidien. Nous vous disons merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.